Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, courte hélas parce que j'ai très peu de temps, et ensuite parce que j'ai mis un pull et qui fait absolument 25 degrés, mais je ne pouvais pas résister à cette incroyable envie de mettre cet adorable pull. Voilà. Aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai lu assez rapidement, que j'ai pas spécialement aimé, je vous préviens tout de suite, mais qui m'a beaucoup amusé d'une certaine façon. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en faire ma chronique aujourd'hui. Donc on va s'intéresser au Pont des Tempêtes de Daniel Jansen après le générique. Mais avant le générique, je vais quand même une nouvelle fois vous remercier parce que je m'attendais vraiment pas à m'amuser autant dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle expérience. Vraiment, je prends un plaisir incroyable à lire et à répondre à vos commentaires. Donc c'est tout ce que je voulais, pouvoir échanger, discuter sur des œuvres. Je ne sais pas comment vous faites pour tomber sur ma chaîne, moi ça me fait super plaisir. Et vos commentaires sont tellement gentils. Vraiment, merci, merci, merci. Je m'arrête là, je lance le générique et on se retrouvera après pour parler du Pont des Tempêtes. Single. Le Pont des Tempêtes, c'est la grande romantaisie du moment chez Bragelonne. J'en ai entendu parler de tous les côtés, un peu partout, et j'avais envie de tenter l'expérience. Alors, romantaisie, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un croisement entre la fantaisie et la romance. Ce serait de la romance dans un univers de fantaisie. Très souvent, la première critique que l'on peut faire à ce type de roman, c'est qu'en réalité, c'est surtout de la romance dans un univers de fantasy qui est très artificiel. J'ai pas particulièrement l'habitude de lire ce type de roman, néanmoins, je suis un être curieux et j'avais envie quand même d'essayer, de tenter l'expérience. Je me suis lancé là-dedans parce que j'étais un petit peu attiré par le résumé. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné. L'histoire de base m'avait pas mal intéressé parce qu'il y avait un côté un petit peu manipulation, politique. À la base, vous avez deux pays qui étaient en guerre pendant très longtemps et à la fin de cette guerre, ont décidé de signer un traité qui demandait justement aux deux pays de marier leurs enfants tôt ou tard pour symboliser la paix. Le premier pays, c'est Itikana, pays qui possède un pont, un immense pont, qui leur permet de faire du commerce et surtout d'imposer des taxes très importantes parce que beaucoup d'autres pays dépendent de ce pont. En gros, quand il y a la tempête, et la tempête c'est 6 mois dans l'année, j'ai envie de dire, vous êtes obligé de prendre le pont. Donc Itikana se fait des sous comme ça. Le deuxième pays, c'est Maridina ou Maridiana, un désert. Il n'y a rien du tout. Ils sont coincés entre le pont et un pays au sud qui leur fait la guerre. Donc globalement, tout le monde meurt de faim là-bas. Le père, enfin le roi de ce pays, a une idée en tête. Il va marier sa fille au roi d'Itikana, mais sa fille aura pour but de voler les secrets du pays, de voler les secrets du pont, pour permettre au père, au roi, justement, de mener une invasion et de s'emparer du pont. Comme ça, ils vont pouvoir sauver leur pays qui meurt de faim à cause d'Itikana qui les bloque, et ramener la nourriture, tout ça, happy end, etc. Bon. Donc, vous voyez, il y a un peu ce côté manipulation, trouver le secret, percer le secret du pont, parce que le pont il est assez mystérieux, et moi ça me plaisait bien de base. En réalité, j'ai trouvé ça très factice, très simpliste, très artificiel. C'est-à-dire que on a une espèce d'histoire qui semble incroyable. En réalité, tout le côté manipulation politique, ça m'avait beaucoup tenté, mais c'est vraiment pas de l'enrobage parce que c'est quand même présent dans l'histoire, mais c'est vraiment très mal fait. À aucun moment j'arrivais à croire les situations qui étaient en train de se produire. Tout semblait artificiel, fabriqué pour créer de pseudo-rebondissements, de pseudo-intrigues, mais c'était pas naturel. J'ai trouvé que rien ne semblait naturel. Je vais vous raconter simplement le premier chapitre pour vous montrer les incohérences qui commençaient déjà à s'accumuler, tous les red flags qui commençaient à me dire attention, cette histoire c'est du pur n'importe quoi, qui m'a à la fois beaucoup amusé,
Honnêtement, je dois le dire, vraiment, c'est ce qui m'a motivé dans ma lecture. Et en même temps, qui fait que, à chaque fois, j'étais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Je vais vous spoiler le premier chapitre. Si vous voulez vraiment pas le savoir, vous zappez, hein, vous regardez pas. Le premier chapitre m'a fait beaucoup, beaucoup trop rire. Le roi, donc, il veut marier sa fille. Bon, il n'a pas de fille. Donc, il se dit, je vais faire, je crois, 18 filles ou 20 filles qui, en même temps, la même année, elles ont toutes le même âge, elles ont 18 ou 20 ans. Je sais plus si c'est 18 filles et 20 ans ou 20 ans et 18 filles, mais en gros, la même année, il chope 18 femmes, il fait des enfants à toutes ces femmes, sont des filles, alors j'imagine que du coup, il y avait plus que 18 femmes, peut-être 50, j'en sais rien, enfin bref, super emploi du temps. Il a ses filles. Il décide ensuite de les élever en secret, dans un palais caché dans le désert, enfin un palais, une zone d'entraînement, et d'en faire des superbes espionnes. Vraiment, elles ont les meilleurs maîtres en histoire, en combat, en tout ce que vous voulez, pour faire des espionnes incroyables. Quand elles ont toutes 18 ans, il les réunit pour un repas, et il décide de leur annoncer qui va épouser le roi de Itikana. Et notre héroïne, Lara, en fait, elle a compris que ça allait pas être elle, et elle a compris que il va tuer toutes les autres filles. Déjà là, pour moi, ça me semblait complètement stupide, parce que à quel moment le roi a un intérêt à buter autant d'espionnes? Il les a formées pendant 20 ans, ça a été un vrai investissement, mais apparemment, non, il veut en garder qu'une, et tout le reste, il les coupe, il les tue. D'ailleurs, pendant cette espèce d'entraînement, il a développé aucun lien avec ses filles. C'est-à-dire, il leur a bien fait comprendre, vous n'êtes que des outils, vous servez la couronne. Donc les filles, elles en ont mais rien à faire du père, elles le détestent. Pour lui, c'est un sale type qui les torture depuis 20 ans. Donc vous avez le fameux repas, bon, bien tendu, où le père annonce et dit, voyez, c'est elle que j'ai choisie, je vais vous l'annoncer. Et au moment où il va annoncer ça, elles tombent toute la tête dans leur plat de soupe. C'est vraiment dit comme ça, hein, c'est même pas moi qui invente. Elles ont la tête dans la soupe, et Lara au milieu se lève et dit, et non, ça va être moi, j'ai empoisonné toutes mes sœurs. Ouais, toutes mes sœurs, je les déteste toutes, et c'est moi qui vais devenir la reine d'Itikana. Et le roi, il fait, c'est une qualité qui est intéressante, donc effectivement, tu vas devenir la reine d'Itikana. À ce moment-là, tous les profs que le roi avait embauchés se butent un par un, parce que ça doit rester absolument secret. Donc il y a l'entraîneur qui est là, qui dit « Messire, voilà, ma tâche est terminée », et il se coupe le cou. Et là encore, c'est d'une absurdité, mais totale. Alors je sais bien que ça doit être fait dans le secret absolu, mais c'est des gens qui sont ultra fidèles. Il y a sûrement autre chose à faire que de perdre autant de talent. Parce que là, en fait, le roi, il lui reste son grand vizir et sa fille. Et c'est tout, là, il n'y a plus personne. Là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a un plot twist. Dès le chapitre 2, on apprend que les filles ne sont pas mortes. Lara les a empoisonnées, certes, mais un poison qui fait croire qu'elles sont mortes. Et elle a convaincu son père de ne pas toucher aux cadavres, donc de les laisser dans la salle à manger, et de, je crois, simplement mettre le feu à la baraque. En se disant... elles vont se réveiller, elles vont s'enfuir, et elles vont pouvoir vivre leur vie maintenant que le père sait qu'elles sont mortes. Ouais, c'est quand même sacrément foireux comme plan, honnêtement. Admettons. Et voyez, on est déjà là dans une espèce de niveau d'absurdité qui va être là tout le long. C'est-à-dire des scènes dans lesquelles les personnages... on veut les faire paraître intelligents, ils ne le sont pas. Le roi, on veut nous montrer que c'est un grand manipulateur à la Game of Thrones, etc. Nul comme tout. Lara, elle a subi un entraînement de dingue pour en faire une espionne, mais incroyable. Elle est d'une bêtise absolue. Et tous les personnages sont aussi bêtes et se font donc avoir comme elle. Et c'est là où ça n'a pas fonctionné avec moi, c'est que les personnages n'étaient pas intelligents. À quel moment j'ai pu m'attacher à eux alors qu'ils sont tous bêtes et que le principe du livre c'est censé être justement la manipulation? Évidemment qu'ils sont faciles à manipuler, ils sont tous idiots, mais vraiment ils sont tous idiots. Lara, notre fameuse espionne, on lui a répété toute sa vie que le royaume d'Itikana c'est des monstres, c'est des démons, etc. Et elle s'est dit ouais, c'est sûrement vrai, et je vais donc aller là-bas pour venger mon peuple. Jamais, à aucun moment, on nous explique vraiment pourquoi
elle est attachée à son peuple. Elle a été enfermée toute sa vie, elle les a jamais vus. Il y a une vague petite scène où à un moment donné, pendant qu'elle est emmenée pour le mariage, elle voit un enfant qui crève de faim et elle fait oh là là, pour lui vraiment, je vais venger mon peuple. Et j'étais mais d'où ça lui vient cette espèce d'empathie pour le royaume, empathie qui n'est quand même pas la première qualité des princes et des princesses généralement. Ça a peut-être été développé pendant l'espèce d'entraînement, mais là encore, honnêtement, les personnes qu'elle a fréquentées, elles étaient horribles, vraiment horribles. Donc on la on comprend pas Lara, on comprend pas vraiment ce qu'elle veut faire. On a quelques vagues flashbacks sur ces entraînements, mais c'est vraiment beaucoup trop léger, et ça m'a manqué. En fait, j'aurais préféré déjà avoir à peu près une centaine de pages sur Lara, ses sœurs, le type d'entraînement, pour pouvoir comprendre qui elle est, comprendre ce qu'elle veut et comprendre ses décisions. Pour moi, Lara, c'était un être artificiel. On lui donne des qualités, elle est belle, elle est intelligente, mais on n'arrive jamais vraiment à les comprendre, honnêtement. Enfin, belle, je suppose, oui, on peut comprendre, mais intelligente, absolument pas. Elle qui est censée être le top du top des espionnes, alors certes, elle a buté ses autres sœurs qui étaient peut-être plus malignes, j'en sais rien, mais première chose qu'elle fait, elle arrive sur une île mystérieuse parce qu'on lui montre pas tout de suite, en fait, le vrai palais. On leur mène dans un endroit un peu pourri, qui est sur une île, avec quelques petites huttes, etc. Et le premier soir, elle est déjà exécrable avec son nouveau mari. Son nouveau mari qui est éminemment magnifique. Hein. Lui, à Rennes, il est beau gosse. Elle est horrible. Elle passe son temps à lui dire « Ouais, c'est ça, je m'en fiche et tout. » Alors que, je veux dire, son but, c'est quand même de le séduire. C'est vraiment son but. Hein. Elle dit « Je vais le trahir, le tromper, etc. Je vais voler les infos. » Et elle se comporte avec comme si elle le détestait. Alors évidemment, c'est exactement ce qu'il aime. Elle fait pile ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'elle se comporte elle le repousse et lui se dit « Ah, elle est différente. Moi, je pensais que ça allait être une femme faite pour... et en fait, pas du tout. Elle me repousse. Moi, ça m'excite et tout. » Lara, le premier soir, elle vient à peine d'arriver. Tout le monde lui dit T'es sûrement une espionne, toi. Ah, t'es une espionne. On n'est pas dupe. Hein. Ton père, c'est un sale type. Il t'a demandé sûrement d'espionner et tout. » Et qu'est-ce qu'elle fait le premier soir? Au lieu d'essayer de gagner la confiance de tout le monde, elle fout du poison. Alors elle a toujours du poison partout dans sa culotte. Genre, je sais pas comment elle fait. Elle passe son temps à avoir du poison partout. Mais bon, bref, elle a du poison. Elle met du poison à nouveau dans le vin. Elle empoisonne donc son mari et sa sœur, qui tombent à nouveau endormis, décide d'utiliser cette nuit-là pour aller commencer à fouiller dans les petits papiers de son mari. Comment faire pour échapper aux gardes? Elle dit qu'elle va aller dans les bains. Il y a une espèce de piscine à l'extérieur. Donc elle est dans la piscine et elle profite de ce moment-là pour aller discrètement se rapprocher de la petite chambre de son mari. Donc là, elle rentre par la fenêtre qui est ouverte. Elle est toute nue. Elle rentre dans la chambre et elle commence à fouiller dans le bureau, les papiers, etc. Toujours toute nue, hein, parce qu'il n'y a pas de vêtements. Et à ce moment-là, évidemment, le mec il commence à se réveiller. Et elle doit trouver une solution. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais lui faire croire que c'est un rêve. Donc le mec il se réveille et il voit sa femme toute nue au-dessus de lui. Donc évidemment lui dit, ah ouais, super, c'est un rêve, ma meilleure vie et tout. Là, elle se met du poison sur les lèvres, elle l'embrasse, comme ça il va se rendormir. Je suis en train de me dire, mais pourquoi elle avait encore du poison sur elle? Enfin, comment elle a fait pour avoir du poison sur elle alors qu'elle est censée être toute nue? Je me souviens plus. J'espère que c'était expliqué. J'en suis pas sûr. Je veux pas savoir où elle avait caché le poison sinon. Il se rendort. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne rapidement dans sa chambre. Parce que comme elle a mis du poison sur ses lèvres, elle risque de s'endormir à son tour. Elle risque de se retrouver à poil, littéralement allongée par terre. Et voyez, ça c'est, je sais pas moi, chapitre 4, 5, 6. Et je suis censé la trouver intelligente. Et voilà, c'est comme ça tout le long. C'est assez affligeant parce que on n'y croit pas à tout ça. Moi, j'espérais au moins me rattraper sur le côté intrigue de cour. Et là, pareil, je suis giga déçu. À Rennes, le mari, il a sa sœur, il a le chef des gardes et il a la grand-mère. Voilà. Et il n'y a pas de courtisan, de conseils, rien. Rien du tout. Le pire ennemi de Lara dans ce bouquin, c'est la grand-mère. Grand-mère qu'elle va vaincre en lui refilant un poison, une fois de plus, et de la diarrhée.
Enfin, un poison qui va lui donner la diarrhée. Parce que pareil, je sais pas pourquoi, mais cette autrice, elle a un truc sur le côté un peu scabreux, excréments, vomissements, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais Lara, elle passe son temps à vomir et on nous parle sans cesse de détails de toilette, bref. Ah ouais, 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 non, c'était très particulier comme lecture. Alors, j'ai lu partout que c'était un page turner. Ouais, c'est surtout que les chapitres sont très courts. Alors, c'est sûr que ça donne envie de lire la suite, mais pour autant, on finit rarement un chapitre sur un rebondissement incroyable. Le chapitre se termine sur une bêtise qu'elle peut faire, cette idiote de Lara, parce que elle est bête. Elle est bête. Il y a toute cette espèce de tension entre elle et son mari, parce qu'en fait, on comprend très vite que son mari est gentil, parce qu'on a le point de vue du mari qui arrive très rapidement. Et ça gâche tout. On a le mari qui attend et qui veut pas presser le mariage, qui veut pas presser l'amour, qui prend son temps, qui veut lui faire confiance alors que tout le monde lui dit méfie-toi, c'est une espionne. Son mari, il est super. Là encore, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas comment elle a fait pour tomber sur le gros lot. Il n'y a pas de vraie tension parce que on comprend pas pourquoi ils se détestent autant. Alors ouais, ils se méfient l'un et l'autre. Elle le repousse, mais on sait très bien que qu'ils vont finir ensemble d'une manière ou d'une autre parce que ils ont les mêmes intérêts. Elle veut défendre son peuple, lui il veut défendre le sien, et ils vont se comprendre, et blablabla, et blablabla. Et la fin est d'une évidence, mais absolue. C'est-à-dire qu'on vous met au fur et à mesure plein de... Enfin, je dis au fur et à mesure, c'est faux. On vous met, à un moment donné, à la fin, une espèce de scène absurde, avec plein de détails qui sont censés tiquer. Eux, ils sont tous, ah ouais, ouais, oh bof, ouais, non, ça me choque pas. Et donc après, 2 pages plus tard, il y a le plot twist, et là tout le monde fait, oh, vraiment? Vraiment? Tout le monde est vraiment bête dans cette histoire? Quel est l'intérêt de ce roman? Je me suis posé la question, pourquoi il a autant de succès? Première explication, je pense que la relation Lara-Arène, qui est assez consensuelle, dénote avec le climat actuel dans la littérature et ce qu'on peut retrouver en ce moment. C'est-à-dire que c'est la littérature actuelle de romantasy, et même de romance en général, c'est de l'abus. C'est l'homme qui domine et qui va avoir le dessus sur la femme de 1000 façons et créer la situation la plus toxique possible. Et elle, on ne sait pas pourquoi, mais elle l'aime quand même et va tout faire pour le sauver, le réparer, etc. Là, c'est pas le cas. Arène, il n'est pas brisé et elle a pas, il n'y a pas ce côté relation toxique, abus de pouvoir. Mais le problème, c'est que il faut quelque chose d'autre. Comme il n'y a pas ce côté toxique, il faut une tension quelque part. Alors moi, je suis entièrement pour. Moi, je déteste. Je veux pas les relations toxiques affreuses. C'est une horreur absolue. Mais dans ce cas, il faut construire quelque chose. Il faut des enjeux. Il faut une tension. La tension, elle y est pas. Elle y est pas d'un point de vue romantique parce que j'ai pas été séduit par l'amour des personnages l'un pour l'autre qu'ils vont développer parce que ça, j'y croyais pas. Pour moi, c'est pas des êtres, c'est du carton, ils sont artificiels. Les intrigues liées au pont, je les ai pas trouvées très intéressantes, ni même les mystères liés au pays. Ce pays qui est enfermé sur lui-même et personne ne sait ce qui s'y passe. Ouais, bon, admettons. Enfin, un autre point qui m'a un peu gêné, c'est que j'ai trouvé que l'écriture était pas exceptionnelle. Les personnages d'une vulgarité un peu étonnante. Alors, est-ce que c'est la traduction? Est-ce que c'est le passage de l'anglais au français, du coup, qui m'a un peu choqué? Mais voilà, Lara régulièrement, qui est là, oh, mais quel connard. C'est censé être quand même des princes, des nobles. Bon. Est-ce que je vais lire le tome 2? Je pense que oui. Je verrai bien, je verrai si j'ai le temps. Mais j'ai quand même envie de le lire parce que j'ai pris ça pour une blague. J'ai pris ça pour rire. Et du coup, ça m'a quand même fait rire. L'absurdité des scènes, ça m'a amusé de voir ces personnages dans des situations stupides, régler des problèmes stupides. Donc, je laisse la porte ouverte. J'ai quand même envie de voir jusqu'où va aller l'absurdité. J'ai vraiment... la fin c'était tellement n'importe quoi que j'ai envie d'être tenté
par ce qui va se passer par la suite. Voilà. Je vous laisse avec une dernière absurdité. Lara ne sait pas nager. Alors, l'excuse, c'est qu'elle était dans le désert. Mais on ne lui a pas appris à nager. Elle a donc un peu peur de l'eau et elle a le mal de mer, ce qui explique pourquoi elle vomit tout le temps. Mais je vous le laisse en mille, Itikana, ce sont des îles et des bateaux. Donc Lara n'a pas été entraînée pour survivre dans le milieu dans lequel elle va être. Voilà, ça montre, ça explique tout. Est-ce que je peux vous conseiller ce livre? Ça dépend. Honnêtement, si vous êtes fan de romantasy et que si vous aimez bien les petites lectures qui se lisent rapidement, parce que c'est 350 pages, ça se lit très vite, c'est assez simple et c'est sans prise de tête, allez-y, pourquoi pas, hein, c'est une romance qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'elle n'est pas toxique, mais n'attendez rien d'extraordinaire en termes d'histoire, de rebondissement, de côté politique. C'est très 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 gentil et superficiel. Si vous voulez, comme moi, des intrigues de cours, de la manipulation, des personnages qui se font des sales coups au fur et à mesure, fuyez. Fuyez, parce que je vous dis, le seul vrai ennemi de Lara pendant 50 pages, c'est à un moment donné la grand-mère, et c'est tout. C'est tout. La sœur, elle est plutôt sympa, puis à un moment donné, elle est plus sympa, mais on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on arrive à la fin. Je m'étais dit que c'était court finalement. Je pense que j'ai un petit peu parlé. Je vous laisse avec cette très simple vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez lire le livre ou si vous aimez la romantasy et si vous avez des livres de romantasy à me conseiller. Parce que moi, ça m'intéresse quand même. Je suis très ouvert, j'ai envie de lire ce genre de choses. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, une très belle nuit, parce que sait-on jamais, vous pouvez m'écouter la nuit aussi. Je vous embrasse très fort, parce qu'il est temps pour moi de quitter ce pull que j'ai mis uniquement pour la vidéo. Merci à vous. Bye bye.